La première, 13h15, 14h30. un jour dans l'histoire. Deuxième épisode du diptyque consacré au brouillard toxique qui a frappé en 1930 la vallée de la Meuse et tué une partie de ses habitants, puis des animaux aussi. Souvenez-vous, nous avons vu qu'au lendemain des premiers décès et des premières analyses des experts, peu convaincantes au demeurant, aucune des commissions d'enquête diligentées par les autorités ne semble pointer explicitement ce qui pourrait ou ce qui devrait sauter aux yeux. La pollution par l'extraction intensive du charbon et l'activité industrielle continue donc au cœur de cette vallée de la Meuse depuis plus d'un siècle, Nicolas Bogarts. Oui, ce n'est pas un retour sur les lieux du crime, Laurent, quoique c'est en tout cas un retour sur une enquête inachevée en compagnie d'Alexis Zimmer de l'Université de Liège, auteur du livre, souvenez-vous, Brouillard toxique, Vallée de la Meuse 1930, contre-enquête aux éditions Amsterdam. Une contre-enquête donc fouillée, documentée, passionnante sur les causes du drame qui a endeuillé la vallée de la Meuse en ce mois de décembre 1930, vous l'avez dit, mais aussi sur les raisons qui ont conduit les autorités à se contenter d'explications parcellaires ou biaisées. Pourquoi, face à l'étendue du drame, les autorités de la Belgique refusent de songer à la responsabilité de l'industrialisation intensive dans la région de la Meuse. Peut-être parce qu'elle est un pilier de la jeune nation belge depuis sa création un siècle plus tôt, portée par une constitution libérale et un réseau ferroviaire très important. C'est ce que suggère en tout cas un discours prononcé au Parlement par Charles Rogier, ministre de l'Industrie, en 1831. Alors avant d'en écouter les explications fournies par Alexis Zimmer, en voici un extrait éclairant. On a senti, messieurs, que si la révolution belge voulait se recommander aux yeux de l'Europe, elle ne devait pas se borner à opérer un grand fait politique et moral, qu'il ne suffisait pas pour justifier son origine, qu'elle eût donné au pays la constitution la plus libérale, mais que son œuvre devait être complétée par un fait matériel de la même portée. Ce fait, ce sera la construction d'une route en fer. Cette entreprise sera aux intérêts matériels du pays, ce qu'est notre Constitution à ses intérêts moraux. Là, vous évoquez effectivement la construction du premier chemin de fer planifié à l'échelle mondiale, qui est le fait effectivement de cette jeune nation qui est la Belgique. Alors pourquoi je suis passé par là? Donc ma question, ça a été effectivement pourquoi a-t-il fallu attendre 1930 pour qu'on ne puisse plus nier? Alors je suis vraiment reparti des conclusions expertes. Là aussi, c'est un point de méthode en histoire. Moi, je suis persuadé que l'histoire, une de ses fonction, un de ses rôles, ou en tout cas une de ses caractéristiques, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de nous défamiliariser avec toute une série d'évidences ou d'implicites qui constituent notre quotidien. Et j'ai décidé à ce moment-là de partir en des conclusions expertes et de considérer ce que les experts considéraient comme une évidence, donc la combustion du charbon, donc le charbon comme finalement une matière industrielle somme toute tout à fait ordinaire, normale. J'ai considéré d'autres éléments de ce type-là, on y reviendra peut-être, notamment la compréhension moléculaire de l'atmosphère, la prédisposition des corps, on n'en a pas parlé, mais effectivement Lacombe, donc ce directeur de l'Institut d'hygiène, avait mis en avant que c'était des corps prédisposés qui étaient essentiellement morts de ce brouillard. Donc prédisposition des corps, molécularisation de l'atmosphère, le charbon comme une évidence. Donc tous ces éléments-là, j'ai décidé de les replonger dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le charbon, il n'y a aucune évidence à ce qu'il soit une matière susceptible de produire de l'énergie ou d'être enrôlé par les métallurgies pour produire des fontes, des fers et puis plus tard de l'acier. Vous voulez dire en fait que l'importance du charbon, ou en tout cas son accessibilité en sous-sol, n'était pas franchement une évidence? Il a fallu en fait procéder à toute une série de transformations qui sont, que je retrace dans l'ouvrage juridique. Il a fallu changer vraiment le régime de propriété, parce que pour exploiter du charbon en profondeur, un entrepreneur doit pouvoir suivre les veines de ce charbon. Or, les veines de ce charbon dans le sous-sol ne suivent pas les contours du cadastre en surface. Et donc, il devait, si le régime de propriété n'avait pas été modifié, notamment par la loi des mines de 1810, il devait négocier avec chaque propriétaire en surface, ce qui était une entreprise complètement impossible, délirante, ou en tout cas très fatigante. Et du coup, là, il y a un nouveau régime de propriété qui va dissocier
la propriété de surface de la propriété des tréfonds, des sous-sols. Et dorénavant, on pourra exploiter en profondeur avec l'accord du Conseil d'État de cette époque-là. Et c'est ce qui va permettre effectivement, donc notamment, d'exploiter massivement le charbon. Alors le charbon, la poussière de charbon ne sont pas les seules substances qui sortent de terre lors de l'opération d'extraction. Le charbon, pour l'exploiter en profondeur, il y a de l'eau d'exore, donc c'est l'eau de la nappe phréatique qui remonte lorsque vous allez dans les mines. Là aussi, en fait, c'est pénible de se débarrasser de toutes ces eaux-là, et jusqu'au début du 19e, fin 18e siècle, les techniques existantes menaient souvent à l'abandon, en fait, des puits. Donc là, l'invention de la machine à vapeur était déterminante, effectivement, pour permettre de se débarrasser davantage de ces eaux d'exore, et de creuser davantage donc en profondeur. Il y a l'encouragement aussi, donc pour que le charbon devienne une matière intéressante, il faut investir. Et là, il y a l'État, notamment dans l'État de la Maison d'Orange, avant que la Belgique ne devienne la Belgique, puis ensuite l'État belge qui vont massivement investir, encourager en fait l'essor de l'industrie. Il faut aussi inventer des techniques de la coquefaction du charbon, parce que pour produire des fers avec du charbon de terre, il faut le débarrasser du soufre que le charbon comprend. Pourquoi ? Parce que le soufre rend les fontes cassantes, etc., etc. Donc il y a une multiplicité de techniques juridiques, savantes, techniques au sens le plus banal du terme, qu'il faut inventer. Et le chemin de fer, puisque on y revient maintenant, a été crucial dans cette histoire pour plusieurs raisons. Notamment, là vous l'évoquez, ça a été une infrastructure politique au sens strict. D'ailleurs, je crois qu'il est vraiment important de considérer toutes nos infrastructures de télécommunications, d'énergie, infrastructures de transport, comme des infrastructures politiques au sens où elles agencent en fait des relations entre les humains et d'autres qu'humains. Et là, le chemin de fer était nécessaire pour permettre à cette jeune nation encore fragile, issue d'une révolution, de s'autonomiser ou de devenir indépendante en fait à l'échelle européenne. Elle devait avoir en fait des chemins, des voies de transport pour cette industrie qu'elle avait commencé à encourager. Et là où cette infrastructure est fondamentale aussi, c'est qu'en fait pour l'essor d'une industrie charbonnière, elle offre tous les avantages, puisque le chemin de fer pour fonctionner a besoin de charbon, le chemin de fer pour être fabriqué a besoin de charbon et de métaux, etc. Donc toute l'industrie qui est liée, cette nouvelle industrie au XIXe siècle qui est liée au charbon, trouve dans le chemin de fer, c'est là que les intérêts de la nation et les intérêts industriels concordent parfaitement. Donc le chemin de fer, ça a été une formidable machine à encourager l'essor massif et très rapide finalement d'une industrie polluante, massivement polluante, l'industrie fossile qui a par la suite effectivement aussi, qui avait déjà gagné les industries britanniques, mais par la suite allemandes, françaises. Et c'est de cette façon-là qu'on est rentré dans cette trajectoire climatique d'une certaine façon, enfin très problématique d'un point de vue climatique, des économies fossiles que nous connaissons. Le mercredi 3 décembre, non loin de la commune d'Angis, un couple de fermiers accompagnés de quelques ouvriers agricoles bat le grain à la machine. Une odeur âpre leur brûle la gorge. Des quintes de toux surviennent. Non loin de là, un éleveur porché. Sa poitrine l'oppresse. Et d'un rien, il s'essouffle. Ses pores suffoquent. Un douloureux râle accompagne leur respiration. Il les abat un à un. Et ainsi l'intégralité de son cheptel. Dans le même temps, les hôpitaux de la région reçoivent les premiers malades du brouillard. L'hécatombe ne fait que commencer. L'hécatombe ne fait que commencer, ce sont les mots d'Alexis Zimmer, extraits de son ouvrage Brouillard toxique, Vallée de la Meuse 1930, contre-enquête aux éditions Amsterdam. C'est Pascal Tizan, vous avez reconnu, qui vous en lisait un extrait à l'instant. La question qui se pose en creux, Nicolas, dans cette affaire, c'est celle des liens entre science et pouvoir, mais aussi toujours celle de l'état d'avancement des connaissances réelles sur la présence des substances néfastes et de leur impact sur les organismes. Oui, Laurent, à ce titre, le livre d'Alexis Zimmer est le fruit d'une longue recherche épistémologique et en histoire des sciences qui tâtonnent encore en la matière. On apprend qu'au 19e siècle même, certains scientifiques vont jusqu'à trouver des vertus, et oui, aux fumées sulfureuses, par exemple. Alors concrètement, on a vu avec Alexis Zimmer toujours comment le charbon s'est normalisé dans le quotidien industriel et dans le quotidien de la population, ce qui n'était pas une évidence forcément. Alors voyons un petit peu comment la relation entre son industrie d'extraction, puis la population et la science va évoluer au 19e et au 20e siècle.
quand l'enquête est publiée, elle est préfacée par le docteur Malvos, qui est le directeur de l'Institut de bactériologie de la province de Liège, et qui salue le travail des experts qui ont réussi effectivement à jeter toute la lumière sur cette catastrophe de 1930 sans pour autant pénaliser l'industrie. Donc en fait, il y a une évidence que une nation, une société, pour se développer, a besoin de ces énergies et donc a besoin de ces pollutions et donc engendre régulièrement des morts, etc., etc., etc. Ce qui signifie donc que, outre le fait de fixer une version officielle à ce qui s'est passé, on est aussi dans un cadre, un ensemble de biais, de structures de pensée ou d'impensée, de méthodes qui valident quelque part ce qui s'est passé. Ouais, alors ça c'est vraiment un point fondamental parce que là on n'en est pas sorti. Je veux dire, les scientifiques, là aussi pour clarifier tout de suite, le travail d'enquête que mènent les experts en 1930 est un travail, somme toute, tout à fait rigoureux. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout ce qu'il faut faire pour tenter de répondre à la question qu'on leur a posée. Le problème, c'est que ces experts ne déplacent jamais le cadre ou la focale qui a été commandée en fait ou par le procureur du roi ou par l'administration des mines, enfin par le gouvernement belge de l'époque. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, alors qu'ils se rendent compte qu'il y a des substances toxiques dans tous les corps. Ils se rendent compte qu'il y a des substances toxiques partout, sur tous les végétaux. Et plutôt que de se dire, en fait, c'est peut-être pas un problème, encore une fois, un événement ponctuel, mais c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus continu, de beaucoup plus diffus. Ils ne remettent jamais en question la focale temporelle et donc le cadre de leur enquête. Et pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'effectivement, il y a toute une série de choses qui font partie. Alors il y a deux choses. En bon sociologue des professions, on pourrait, c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai fait très rapidement parce que je me suis rendu compte que c'était pas ça la bonne question. On pourrait dire, en fait, il y a de la connivence un peu entre les experts et le monde industriel. Oui, mais c'est d'une banalité inouïe parce qu'ils vont dans les mêmes écoles. D'ailleurs, on voit dans les correspondances entre les usiniers et les experts, certains experts qui commencent leur courrier par cher ami. Donc oui, mais cette connivence, elle est, somme toute, encore une fois, tout à fait normale, ordinaire, habituelle. Il n'y a pas de paiement de pot de vin ou je ne sais trop quoi d'autre forme de voilà, c'est tout à fait normal. Donc, par contre, ce qui est intéressant, que je dis, c'est encore une question dans laquelle, enfin, c'est encore un problème qui est le nôtre aujourd'hui, c'est les imaginaires. C'est-à-dire, c'est des imaginaires collectifs qui ont été produits tout au long du XIXe siècle. Et mon enquête tente aussi de retracer finalement la façon dont ces imaginaires se sont consolidés contre les contestations massives, parce qu'on va peut-être y revenir aussi juste après, mais en fait l'industrialisation du territoire ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Au contraire, il y a eu des barricades, il y a eu toute une série d'événements de contestation massifs de cette industrialisation, et donc il a fallu inventer aussi des discours, des esthétiques, des manières de justifier et de légitimer ce qu'on a encore parfois aujourd'hui le progrès finalement. Et ça, c'est une matrice non questionnée, implicite du raisonnement scientifique. Si bien que finalement, cette enquête, et c'est une des conclusions à laquelle j'arrive, elle épouse implicitement, encore une fois, l'idiome industrialiste. C'est une enquête qui ne peut à aucun moment finalement remettre en question ce tissu industriel. Ne serait-ce que le questionner, il ne s'agit pas de dire ne serait-ce qu'elle est incapable de le questionner. Et donc ça signifierait qu'il n'y a pas la grille de lecture scientifique alors pour le faire ? Ça s'inscrit notamment dans les méthodes scientifiques qui cherchent, plutôt que d'interroger effectivement un tissu de relations très dense, qui justement, on l'a évoqué avec le charbon, en fait, qui constitue cette vallée. L'ordinaire de cette vallée, c'est le charbon. Vous retirez le charbon de ce paysage-là, plus rien ne tourne. Plutôt que d'interroger en fait cet agencement très spécifique qui se fabrique au XIXe siècle et qui prend de l'ampleur tout le long du XXe siècle. L'épistémologie finalement des scientifiques, c'est quoi ? C'est relier une substance ou quelques substances, donc une cause, à quelques effets. Et avec ça, effectivement, on ne peut pas questionner ce monde plus large qui produit cette catastrophe. Ce n'est pas le soufre dans des conditions météorologiques particulières, c'est un écheveau de relations, mais ça, les scientifiques sont tout bonnement incapables, de par leur formation, de par leur imaginaire, de par la méthode qui est la leur, de le questionner. Vous mentionniez très justement les contestations dans un premier temps par rapport à l'industrialisation de ces sols de la vallée de la Meuse. De quelle nature sont-ils et quelles réponses vont y apporter les industriels ? Moi, j'ai suivi essentiellement deux moments de contestation assez importants dans la vallée de la Meuse, aux alentours de 1855. D'une part, dans le quartier Saint-Léonard à Liège, qui accueille la Vieille Montagne, qui est une usine à zinc, en fait, qui est extrêmement polluante, produire du zinc, je ne sais plus combien de tonnes de charbon il faut consommer, etc., et qui a brûlé notamment
notamment tous les coteaux. Il y avait des vignes à Liège. Bon, il y en a de nouveaux d'ailleurs. Il y avait des vignes à Liège, donc ça génère en fait des conflits de voisinage très très importants. Et un autre conflit qui est dans la vallée de la Sambre, et là idem, c'est de l'implantation de toute une série d'usines chimiques, alors sans autorisation d'ailleurs, ça c'est assez intéressant aussi parce qu'elles seront toutes autorisées a posteriori. Je rentre pas dans les détails ici, mais qui met à mal les élevages, l'agriculture, qui dévaste en fait toute l'agriculture aux alentours des usines. Et donc là il y a des barricades qui sont érigées. Alors les réponses, là je vais être très schématique, mais à ces deux contestations, notamment l'envoi de l'armée dans la vallée de la Sambre pour dégager en fait ces barricades. Il y a notamment 2 jeunes garçons qui vont décéder, des combats qui ont lieu à ce moment-là. Envoi de l'armée d'une part, ensuite envoi de collège d'experts. Donc là c'est la première fois en Belgique qu'il y a un collège d'experts. En 1930, j'ai évoqué avant ce collège d'experts mobilisé par le procureur, mais dans la vallée de la Sambre. Donc là on a un premier collège d'experts qui va tenter de voir si effectivement ces usines ont un effet ou non sur les cultures avoisinantes et sur le bétail également. Arrivé dans l'étable, j'ai vu que les bêtes avaient des suffocations. J'ai appelé mon mari. Alors nous avons tout de suite téléphoné à un vétérinaire qui nous a ordonné de transporter sur le champ nos bêtes en dehors de la partie atteinte par le brouillard. Malheureusement, 3 de nos bêtes âgées d'1 an étaient tellement malades que sur avis du vétérinaire, et pour qu'elles soient encore propres à la consommation, mon mari a dû les abattre dans l'étable même. Pascal Tison qui prête sa voix encore à cette paysanne de la vallée de la Meuse à propos de cette nuit du mercredi 3 au jeudi 4 décembre 1930, alors que le brouillard chargé de substances toxiques frappe aveuglément humains et bétail. On sent tout de même, Nicolas, dans ce témoignage, une certaine réactivité quand même face à cet événement. Les paysans connaissent le danger de ces brouillards. Alors c'est un peu difficile à dire, Laurent, et ce malgré le fait effectivement que, comme nous l'explique Alexis Zimmer, la contestation des populations locales, plusieurs décennies auparavant, face à l'implantation des industries, montrait des signes de préoccupation et aussi, on a vu, des propositions concrètes. Malheureusement, ça n'a pas empêché la tragédie de frapper, donc en ce mois de décembre 1930. On y revient. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit aussi la fonction de l'expertise, elle est double. Ok, on prend les choses au sérieux, on envoie des experts sur place, mais en même temps, elle neutralise les contestations puisqu'elle ne va cesser finalement de les minimiser, de minimiser leur portée et surtout de disqualifier en fait celles et ceux qui avaient démontré, parce qu'il y a des enquêtes profanes, pourrait-on les appeler. Donc il y a une vraie science populaire aussi qui émerge à ce moment-là. C'est pour ça que je vous disais avant, à côté de tout ce qu'on a perdu, parce qu'en fait il y a des enquêtes menées notamment par un pharmacien qui tente de démontrer les effets des usines, etc. Là il y a tous les savants bruxellois, enfin pas tous, mais il y a quelques savants bruxellois qui vont écrire, qui vont disqualifier ces enquêteurs qui n'ont pas mis les pieds sur place. Donc ça aussi c'est extraordinaire quand même. Et donc là on voit aussi se consolider une certaine vision de la science comme arbitre du maintien de l'ordre. Et qui va disqualifier et qui va remettre finalement chacun à sa place. Vous commencez à mener des enquêtes de votre propre chef, non, vous n'êtes pas scientifique, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui n'est pas le cas. Elles sont relativement solides en plus, ces enquêtes du pharmacien Peters. Et en fait, la science, là on le voit, va devenir garante de ce nouvel ordre industriel en systématiquement neutralisant, amoindrissant, minimisant les contestations et en proposant non pas des solutions politique, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'en fait à cet endroit-là, il ne faudrait pas mettre d'usine ou autre, mais des solutions techniques. On va améliorer les fours, on va rehausser les cheminées, qui ne remettent pas du tout en question l'ordre industriel. Et quelles étaient alors les propositions concrètes de la contestation ? À côté de quoi on est passé, c'est fort parce que les propositions des contestataires, elles étaient, en tout cas je les ai trouvées très intelligentes. Elles ne disaient pas
il faut interrompre l'industrialisation. Elle disait peut-être qu'en fait on peut s'accommoder, c'est-à-dire qu'à certaines périodes de l'année, les usines peuvent fonctionner, mais pas à d'autres, notamment les périodes où nos cultures sont en train de germer, etc. Donc il y avait des propositions d'accommodement, de réagencement de ce nouveau monde. Et systématiquement, les représentants de la science sont venus disqualifier ces propositions-là et les considérer comme complètement farfelues, enfin inutiles. Ça signifierait qu'en fait, en 1930, on serait passé tout près finalement d'un changement de perspective qui aurait pu modifier notre rapport au monde et à la pollution. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait des propositions de composition de monde qui ont été complètement évacuées. Là, je crois qu'il y a aussi un des rôles de l'histoire, c'est comment par l'histoire on peut se rendre compte que en fait on aurait pu emprunter un autre chemin collectif. Ce chemin a été fermé, et la question comment il a été fermé, et là on le voit notamment par la technique, par les sciences et par l'armée. La question de la salubrité du lieu de travail pour les ouvriers notamment, c'est une question qui a pu évoluer quand même au 19e. C'est aussi lié à toutes ces contestations-là et ce rôle des experts. Ouais, effectivement là il y a une autre opération de transformation qui a été nécessaire au 19e siècle pour rendre possible l'industrialisation. C'est-à-dire qu'à la fin du 18e et début du 19e siècle, la médecine dominante, c'est une médecine qui est dite néo-hippocratique. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une médecine notamment qui prend au sérieux le rôle des milieux sur la disposition des corps, sur la santé des corps. C'est-à-dire en fonction du lieu où vous vivez, d'ailleurs, si vous vivez au Marolles à Bruxelles, ou au contraire, si vous vivez sur les hauteurs de Uccle, en fait, vous ne respirez pas le même air, donc vous n'avez pas la même santé. Donc c'était une médecine qui était extrêmement sensible à la spécificité des milieux et des airs, des eaux, effectivement, qu'ingéraient ou que respiraient les corps. Cette médecine-là, elle est incompatible avec une industrialisation qui altère fondamentalement les airs que l'on respire, qui corrompt fondamentalement aussi les eaux que l'on boit, etc., etc. Donc là, il y a tout un travail qui a été fait notamment par le Conseil de salubrité de la ville de Paris, puisque en fait une grande partie de la législation, mais aussi des sciences jugées légitimes, qui se fabriquent à ce moment-là, trouvent leur lieu d'émergence, notamment dans le Paris de la fin du 18e, du début du 19e siècle. Et là, sous l'impulsion notamment de ministres qui sont également industriels, de chimistes qui sont également industriels, il y a une nouvelle façon de considérer le rapport des corps à ces airs et à ces lieux de travail qui va progressivement émerger et qui va devenir dominante.